Qu'est-ce que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une maladie démyélinisante qui, le plus souvent, affecte le système nerveux central. La sclérose en plaques est une maladie neurologique démyélinisante qui affecte le système nerveux central. Il s'agit d'une maladie chronique avec une clinique très variable qui peut évoluer de différentes façons. Elle se caractérise par l'apparition de plaques ou de zones dans lesquelles la myéline du système nerveux central a disparu. La myéline est une substance qui enveloppe et protège les axones des neurones. Sa fonction principale est d'augmenter la vitesse de transmission des impulsions nerveuses. Sa disparition explique les traits les plus caractéristiques de cette maladie. De plus, dans ces plaques des cellules inflammatoires apparaissent, les lymphocytes TCD4 et les macrophages dans les lésions aiguës, les lymphocytes TCD8 et les lymphocytes B dans les plaques plus anciennes. Il n'existe pas de corrélation entre le nombre et la taille des plaques et les symptômes. Qui est touché par la sclérose en plaques? La sclérose en plaques touche davantage les femmes que les hommes, et a un plus grand impact sur les personnes d'origine caucasienne. Elle apparaît généralement entre 20 et 40 ans. Elle suit une certaine répartition géographique. La prévalence est plus grande dans les pays éloignés de l'équateur, et est très élevée dans les pays nordiques. D'ailleurs, ce sont les Vikings qui, avec leur voyage, ont facilité son expansion. Femmes avec une sclérose en plaques, les dernières preuves montrent une influence environnementale importante. La vitamine D et la chaleur sont des facteurs protecteurs, ce qui expliquerait, en partie, la répartition géographique de la maladie. Comment la maladie touche-t-elle les personnes? Concernant la génétique, il a été démontré qu'il existait une association entre les antigènes des leucocytes humains l'ADR2 et l'ADQ. De plus, la maladie est plus fréquente chez les proches directs de malades atteints d'une sclérose que chez le reste de la population. Les manifestations cliniques de la sclérose en plaques, les symptômes neurologiques, les signes sensitifs sont les symptômes les plus fréquents, 61%. Parmi eux, on retrouve la paresthésie, une sensation de fourmillement désagréable, et l'hypoesthésie, une diminution de la sensibilité du toucher face à des stimuli. Chez les jeunes patients, il est fréquent que la maladie débute avec une névrite optique, normalement rétrobulbaire. La vision devient alors floue, et les patients ressentent également une douleur lorsqu'ils effectuent des mouvements oculaires, mais le fond de l'œil reste normal. D'ailleurs, si un jeune patient souffre d'une perte de vision unilatérale, le diagnostic de la sclérose en plaques est à écarter. La faiblesse et les symptômes moteurs de la première motoneurone apparaissent presque avec la même fréquence que la névrite optique. Ils sont la conséquence de la lésion de la voie pyramidale. Synapse électrique en cas de sclérose en plaques. En cas de lésion médulaire, il est fréquent que d'autres symptômes apparaissent, tels que l'urgence mictionnelle ou l'impuissance. En cas de lésion cervicale, le signe de l'hermite peut apparaître, il s'agit d'une sensation de décharge électrique douloureuse qui survient au moment de fléchir le cou. La vision double est un autre symptôme. En cas de lésion cérébelleuse, les symptômes suivants peuvent apparaître, articulation difficile, manque de coordination, nystagmus et tremblement. Dans les cas avancés, on observe fréquemment un dysfonctionnement neurologique qui se manifeste par une perte de mémoire. Durant ces phases, le comportement peut changer et on observe alors un comportement euphorique et désinhibé. Il est fréquent que les patients atteints d'une sclérose en plaques souffrent de dépression, notamment au moment du diagnostic de la maladie. Ce n'est pas la maladie en soi qui est à l'origine de la dépression, il s'agit d'une dépression réactionnelle. Les schémas évolutifs. La sclérose en plaques peut évoluer de différentes façons. La forme récurrente rémitante, CPRR. La maladie évolue sous la forme de poussées avec des périodes de rémission complète sans séquelles. On ne constate pas de progression de la maladie entre les poussées. Cette forme touche 85% des cas. La forme secondairement progressive. Après une période évolutive marquée par des poussées, on observe une progression de la maladie. La forme progressive primaire, CPP. Dans 10% des cas, la maladie évolue de façon progressive dès le début, sans période de poussée ni période de rémission. C'est un pronostic défavorable. La forme progressive récurrente. Tout comme dans le cas précédent, la maladie évolue de façon progressive dès le début, mais des périodes d'exacerbation des symptômes apparaissent. Cette forme touche 5% des patients.
Le diagnostic de la sclérose en plaques est fondamentalement basé sur la clinique. De plus, il requiert deux conditions fondamentales. Au moins 2 épisodes de symptômes déficitaires doivent se produire, avec au moins 1 mois d'intervalle sans symptômes entre les 2 épisodes, dissémination temporelle. Les symptômes et les signes doivent indiquer au moins 2 lésions dans le système nerveux central, dissémination spatiale, une paralysie de la jambe et la vision floue d'un œil, par exemple. Le diagnostic s'appuie également sur le résultat d'une série d'examens complémentaires. Analyse du liquide céphalorachidien, LCR. Le LCR normal est totalement transparent et acellulaire. Dans le LCR d'une personne atteinte d'une sclérose en plaques, il est possible de trouver une augmentation des lymphocytes et des protéines totales, une augmentation des immunoglobulines de type G, I, dans 80% des cas, la présence de bandes oligoclonales. Le principe des potentiels évoqué. Cette technique consiste à soumettre le patient à une stimulation. Au moyen de cette technique, il est possible de déterminer la vitesse de la conduction des voies sensorielles, c'est-à-dire la vitesse de transmission des informations. La détection d'un ralentissement dans la conduction électrique de la transmission neuronale renvoie fortement à une lésion démyélinisante, même en l'absence de clinique. À l'heure actuelle, ce sont les potentiels évoqués visuels qui, presque exclusivement, sont mesurés. Résonance magnétique, IRM, avec ou sans contraste, gadolinium, c'est l'examen qui offre de meilleurs résultats pour établir le diagnostic. Avec une seule étude, il est possible de déterminer le nombre de lésions, la dissémination spatiale, la dissémination temporelle. Les lésions les plus récentes captent plus de contraste. Dans un IRM, il est possible d'observer les doigts de Dawson. Il s'agit de lésions de forme ovale, avec des doigts perpendiculaires aux ventricules cérébraux qui captent le contraste. Ce sont des lésions très caractéristiques de la maladie. Le traitement. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement capable de guérir la maladie. Les traitements actuels suivent 2 voies. D'un côté, ils pallient les symptômes des poussées, et de l'autre, ils modifient le cours de la maladie. Il existe également des médicaments visant à traiter les symptômes des séquelles. Le traitement des poussées aiguës s'effectue avec une mégadose de corticostéroïdes. La voie d'administration dépendra de la sévérité des poussées. On utilise des immunomodulateurs pour modifier le cours de la maladie. L'acétate de glatiramère et l'interféron bêta sont les médicaments de première ligne. Le natalizumab et le fingolimod sont des médicaments de deuxième ligne, le premier étant à l'heure actuelle le plus efficace. Le taux élevé de dépression chez ces patients explique le besoin d'un bon soutien psychologique.